Le festival Texte en cours a lieu pour sa 12e édition sur Montpellier du 26 au 30 novembre 2024. Plus d'informations sur www.textencours.com. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons enregistré à l'édition numéro 11 l'année dernière des captations des pièces jouées durant l'édition 2023. Et tout de suite, écoutons une de ces pièces. Les intérieurs de Laure Poudevigne. Sur le trottoir, l'enfant s'est réveillé qui contemple la tache sombre du crachat sur le bitume. Il n'a détourné le visage qu'à la seconde détonation, pour suivre de l'œil le pigeon effaré qui quitte la devanture trouée, soulevant un duvet sale sur les miettes pleines de pisse au bas de la vitrine. C'est juste avant que je n'arrive. C'est juste avant qu'on soit là, Marivonne et moi, la main sur nos armes, et les renforts derrière qui font un bruit assourdissant de sirènes sur le boulevard. Avant, il y a eu tout le reste, toute l'histoire. Cette histoire, j'y ai beaucoup repensé. C'est possible d'y repenser comme à une tasse de porcelaine qui serait tombée et qui aurait éparpillé ses éclats bien avant que tu n'entres dans la pièce. Et pourtant, quand tu entres, ces éclats arbitraires, distincts, gisant au hasard, ils ne cessent de te reparler de la tasse. Tourne-toi, je me remets du rouge. Tu sors ? J'ai un mort. Où ça ? 140 bornes, Cambrousse. T'as rien à y foutre, recouche-toi. T'occupe pas, c'est pas n'importe qui est buté. Jarnac vient de recevoir la commission rogatoire. Le proc a dessaisi la gendarmerie. Rapport à quoi ? Rapport qui sait que je suis meilleur. Un temps. Elle se coiffe. Le corps est dans un silo. T'es belle, Marivonne. T'occupe pas. Puis tu te rhabilles. Parce que tu viens aussi. Pour sûr. Première partie, Nadine. Tu sors par la petite porte blanche. Tout de suite, tu vas à gauche. Le sol pleureur, le moulin, la forêt des peupliers qui palpitent, le ruisseau qui est une rivière, puis c'est les pommes vertes. Puis c'est le panonceau dans les orties, réserve de chasse. Tu continues. Le champ a été fauché tout récemment. Il sent la paille où il y a eu la pluie. Il a ses stries parallèles jusqu'à la haie. La bâtisse est derrière. Sa maison, à elle. Café, noir, de sucre. Tu me dis qui c'est ? Julien Debé. Le cognac ? Grande maison. Sa femme avait déclaré la disparition il y a 2 jours. On fait une visite à la dame. Si les feuilles s'agitent des peupliers, on croit qu'il pleut. Tu dis « il pleut », mais comme il est occupé à ouvrir le volet au moyen d'une tige en fer noir, il ne répond pas. Sur la façade de sa maison, à elle, une porte s'ouvre. Dehors, elle court un peu avec les coussins des fauteuils de jardin dans les bras. « Ah, mais oui, il pleut », tu dis. Il regarde dans sa main la tige en fer noir. Le truc du silo, c'est que ça peut être foutrement long. La décomposition est lente, à cause de l'air qui est rare. Puis c'est des mois avant que ça descende. Cette fois, on a eu de la chance. Ils avaient retardé la moisson. Il y avait moins de 6 mètres, puis il y a eu le corbeau. Ce qui fait qu'on n'a pas eu à se cogner d'attendre que le maïs coule plus. Le soleil est sorti, qui éclaire violemment les feuilles de bananier devant la grille, et le vent circule dans le grand cerisier. Quelques cerises grillées par le gel sont noires, contractées. Tu avances un peu ton regard sur le chemin, sur le côté droit où gisent encore des petits tas de paille. Tu sais que si tu longes les érables et les frênes, tu sentiras de gros volumes de frais et tu vérifieras que ce frais vient de la haie où sont les frênes et les érables. Le moteur d'un engin agricole te décourage brusquement de prendre la parole. Tu imagines la laideur de la piste sablonneuse à la place du chemin froid et la mauvaise chanson dans sa radio. Tu ramènes ton regard en arrière. Les buissons de mur sont verts. En face, les tournesols gros et gras. Quand tu te retournes, il est sorti de la pièce. Quand on s'engage sur la petite route qui mène au domaine de la Veuve, on tourne le dos au soleil et on se dirige vers la grosse barre d'ombre d'une forêt.
De part et d'autre, c'est des vignes et un champ, curieusement en désordre auprès de la pelouse bien rase qui borde le goudron. Derrière, c'est des tournesols. Moi, je me sens obligé de le regarder, ce champ hirsute. Et je ralentis. Un noyer était tombé là, et ses branches griffus étaient comme des mains qui battaient l'air pour qu'on les saisisse, qu'on le relève. Ça m'a été comme un embarrassement de le voir juste devant la bâtisse, quand on roulait sur le chemin. Je sais pas, ça m'obligeait à quelque chose qu'obscurément j'aurais à faire. Tu sais qu'un grand moment, il sera affairé, de sorte que tu ne pourras pas lui parler. En tout cas, pas de la façon naturelle des gens ayant affaire dans une même pièce. Tu t'assieds sur le couvre-lit blanc à relief. Le petit déjeuner est débarrassé. Il n'y aura pas d'autre événement avant quelques heures. Tu as envie de te précipiter dans le vide. Julien ? Tu viens de l'appeler comme si ça n'était pas ce qui se passe entre vous. Il ne répond pas. Tes ongles labourent le couvre-lit, puis ton bras. Tu vas à la fenêtre, presque normalement. Tu te hisses, te griffant les genoux au rebord de pierre pour respirer la pluie. Tu tâches d'aspirer l'air de toutes tes forces, ta gorge ne laisse plus rien passer. On sonne, et puis elle sort, toute blanche sur le balcon blanc. Et la contrepointe qu'elle tient, blanche aussi, elle la dépose sur le rebord en métal, et de sa main libre, elle me fait un petit signe. Au passage, et très brièvement, derrière ses jambes, j'aperçois le bras et un bout de dossier d'un fauteuil Louis XVI beige et or, et tout son intérieur m'en est rendu cossu. Nadine est une femme admirable. L'homme s'est glissé derrière moi sans un bruit, tandis que j'attends Marivonne sur un muret à l'ombre. Il a dit 2 fois Nadine à cause de l'avion qui est passé au-dessus du silo, et maintenant il tourne le dos à la route et, derrière lui, passent 2 berlines comme une publicité automobile entre les champs de tournesol qui bordent la départementale. Elle est brune. Elle m'évoque le piano, la peinture, juste dans la façon qu'elle a d'ajuster sa barrette, juste dans les petites perles fixées à sa barrette. Je vois la musique. Je vois Vermeer, Kokoschka, la sécession viennoise et de longues après-midi de transat, avec dessus le vent, tournant mollement les pages d'une édition de La Blanche ou de Minuit, peut-être robe grillée, juste dans la brillance de la barrette qui tient ses cheveux, lourds. Elle est brune. Je ne vous l'avais pas dit, je crois. Il gratte ses longues jambes et ses ongles laissent des stries visibles sur sa peau sèche. Il est maintenant assis sur le parapet moussu et sa chemise trop grande, salement bariolée d'une géométrie misérable, ne semble pas suffire à la fraîcheur humide de la matinée. Nadine a 50 ans. C'est un charme de plus à lui accorder. Elle a des plissements au bord de la bouche. Je les regarde tandis qu'elle parle. Je regarde ses dents aussi, la salive dessus, et j'écoute tout. Elle parle, et parfois je vois une mèche qui se coince à l'endroit des pliures de sa bouche. Elle parle toujours de ce qu'il y a à l'intérieur, des gens, l'intérieur des maisons, l'intérieur des livres. Il rit un peu, je ne ris pas. Alors il s'arrête dans une inspiration molle et traînante. Dans sa bouche qui s'est ouverte pour rire, il y a des dents longues, un peu jaunes, et ses lèvres sont gercées. Il passe sa langue dessus, rapidement. Elle me semble petite. Nadine boit son café dans une tasse blanche en porcelaine. Dessus sont des motifs bleus très anciens. C'est une tasse qui appartenait à son arrière-grand-mère. Elle s'est cassée plusieurs fois. Elle lui est très chère. Alors, il la lui a recollée, à chaque fois. Son mari, il prenait soin d'elle alors. C'était un couple uni, on pourrait dire. Au moment où je parle de la victime, du mari de Nadine, l'homme a un spasme extrêmement ténu au niveau des mâchoires. Un spasme que personne n'aurait cherché sur ses joues creuses et rasées, bien qu'il n'y ait sans doute aucune barbe qui lui pousse. Ses joues, quand on s'approche, qui sentent la lotion fade au thym et l'onacre au rance, et on se heurterait à la pommette froide si on l'embrassait. Ce spasme, seul un bon flic aurait pu le voir. Et je crois que ce jour-là, je suis ce bon flic. Vous ne vous êtes pas présenté ? Marc Cheval, je suis l'ami le plus cher de Nadine. Je laisse Cheval se donner de l'utilité qui donne gauchement à boire aux poules. Au bout du chemin, les moissonneuses vertes et jaunes sont rangées devant chez Babeuf. Il y a aussi une bobine énorme de câbles, de tuyaux. Je fais demi-tour parce que ce n'est pas ce que je voulais voir. À un moment, tu respires à nouveau. Tu redescends du bord de fenêtre en tirant sur ta jupe. Tu vas à l'évier et tu te verses un verre d'eau.
L'important n'est pas de boire. D'ailleurs, tu n'as pas soif. L'important, c'est que pendant 1 minute, il va se passer quelque chose qui empêche provisoirement que tu hurles. Le bruit de l'eau qui coule, que tu avales, le tintement du verre reposé, tu vas faire exister tout corps. Un corps qui boit, une bouche. À ses yeux, tu vas peut-être même par là induire une détresse qui pourrait ramener Julien vers toi, comme lors d'un choc terrible quand on vous porte inutilement de l'eau juste après qu'on vous a fait asseoir. L'espoir te revient, tu te félicites d'avoir eu cette idée de verre d'eau. Tu pourras même te passer de l'eau sur les yeux, comme après les pleurs, il va se lever et t'enlacer comme un enfant. Ou bien, il pourra penser qu'un éclat t'est allé dans l'œil, alors le ça va, glacial qui lancera au travers de la pièce sera bon à prendre. Ou tu avaleras de travers pour qu'il sursaute et que le réflexe d'inquiétude devance un instant l'indifférence, qu'il tourne la tête et te regarde. Il verra peut-être la maigreur de ta poitrine sous ton chemisier et se précipitera disant « Mais qu'est-ce que je fais, putain, je suis fou !» Ou alors, il se rappellera que tu vas toujours boire avant de faire l'amour. Et il en aura brusquement très envie, là, devant l'évier. Ou tu pourras briser le verre d'eau au sol dans un cri et il hurlera « Ça ne va pas !» Et il te saisira la tête à 2 mains pour la secouer et t'embrassera avec rage comme on embrasse une folle qu'on hait passionnément. Ou tu lui porteras ce verre comme une intention et il dira « Tiens, oui, merci, je ne bois pas assez. On n'irait pas faire une promenade ?» Ou tu lui jetteras l'eau au visage, qu'il essuiera d'humiliation et il criera « Je sors avant de te faire mal !» Alors tu bondiras en hurlant et tu te colleras à la porte et il sera un instant très proche de toi, cherchant à sortir son corps très proche du tien. Le verre se termine, tu paniques face à la possibilité qu'il ne se passe rien, que tout soit perdu. Tu te tournes, il ne te regarde pas, tu poses le verre et te sèches la bouche, le plus longuement qu'on peut l'accepter, tu vas le gifler. Tu viens de le décider comme une évidence. Tu traverses la pièce et te blottis contre son dos. Il s'écarte sans violence et sort. À cet instant, tu te dis que te fouiller les viscères avec le couteau de cuisine ne te ferait pas plus de mal. Marie-Vonne fume sur le parapet, près de moi. C'était une épouse malheureuse, la v'là une veuve inconsolable. Faut pas chercher à piger. Derrière nous, des ouvriers polonais sortent de la longère en pierre blanche et ronde et grimpent silencieusement sur le pick-up qui les attend au coin de la vigne. T'as eu la gendarmerie, qu'est-ce qu'on a? Il a vu ses associés ce jour-là, une star du rap qu'il paie pour boire son cognac, son bookmaker au téléphone, sa femme, le voisin d'à côté, celui du haras, les ouvriers des vignes qui louent cette longère, l'ami de la famille, Cheval, drôle de type, ah, le confident de sa femme, nom romain, Pompée, non, Crassus. Il avait une liaison? Pas qu'on sache. Et elle? Tu es allongé sur le bois sombre de la table. Tu regardes fixement l'antilope morte et sérieuse qui tend son œil noir dans le vide au-dessus de toi. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder l'antilope. Tu penses au jour où ton instituteur vous avait conduit chez le taxidermiste. Nous faisons l'école buissonnière ce matin. Taxidermiste. Tu avais noté ce mot sur ton cahier au retour. Tu regardes les cils clairs de l'antilope, son cou, où le cuir est comme la peau d'un fruit. Il t'avait donné un petit cheval fait de cette matière blanche qu'on met dans les animaux morts. Où est-il à présent, ce cheval? Tu tressailles. Tu viens d'entendre la Jaguar type E ralentir sur le chemin et passer sur les graviers beiges devant la maison. Alors tu serres très fort tes cuisses sur le visage de l'homme qui est là entre tes jambes, sur ses cheveux, ses joues, ses oreilles. Marie-Vonne écrase sa clope sur le parapet. Les poules de la veuve.
Les poules, Marie-Bonne, Tu les as regardées? je les ai vues. Moi, je les ai regardées. Les coqs, il y en a combien? 3, je dirais. Pas mal. T'as bien compté pour un con qui regarde pas. Il y en a 3. Mais t'as faux. Parce qu'en vrai, il y en a 4. 4, j'aurais vu. Rien du tout. Il y en a un que t'as pas pu voir. Blanc, jolie crête, callback jaune. Vous pouvez pas se pointer ce matin. Parce qu'il était barré. Parce qu'il était crevé. Elle l'a retrouvé dans l'herbe, le crâne pété à coups de bec. Le jour même de la mort de 2B. Alors, lequel qui lui a fait ça? Il y a le plus gros, le coq gaulois. Il est beau le coq gaulois. C'est pas le chef de la salle. Alors c'est le blanc. Le blanc est plus vieux que ta vieille couenne. Il gueule, mais c'est la vermine qui le tient debout. Sur le CEPA Cassius Clay. Sûr que t'es pas Hunter? Il y a le petit roux qui rase les murs. C'est bien vu ça, Jacques. Alors, c'est lui qui couvre les dames. C'est comme je te le dis. À partir de maintenant, c'est les coqs qu'on a dans le viseur. C'est vu? Les coqs de la veuve, Tu m'as pigé. Les hommes autour d'elle. Le confident, le voisin. puis cheval. Ouais. Je vais au haras. Je veux parler au voisin. Toi, tu te rends chez le Romain. C'est vu? Ça va, je vais regarder ça. Faut pas regarder, Jacques. Faut voir. On se dit à tout à l'heure. Et si je m'endors pas dans tes bras, la pourriture me saute au cou. Puis je les aime. Tu t'assieds et tes genoux se frôlent. Et tu poses tes mains dessus en appui, tandis que l'urine coule doucement, chaude, sur ta chair un peu gonflée. Tu regardes au loin par la porte que tu as laissée ouverte, par-delà la chambre où tout est en ordre, par la fenêtre, au bout du champ, la maison de la femme. Ton regard s'arrête sur le volet et tu le connais par cœur, mais tu fixes dessus ton œil sans relâche, bien droite, pour en considérer les moindres détails, comme s'il s'agissait de te tenir en vie. Et tu ne bouges pas d'un pouce, un talon sur la tomette, un autre sur la faïence. Tu tentes de donner du sens à ce qui vient de se passer et qui n'en a pas. Je peux vous offrir quelque chose, commandante? Il fait déjà rudement chaud. Vous occupez pas. On a vu votre véhicule sur la propriété de Monsieur 2B, le jour de sa disparition, Monsieur Darchiac. C'est exact. Je suis passée chercher Valentine, ma pouliche. Elle était parée dans son champ. Je l'ai très peu vue, notez bien. Il partait. Votre mari m'a dit d'entrer. Je savais pas où vous vous trouvez. C'est grand. J'étais venue gamin. Il y avait un vieux qui était là. Puis ça sentait le fermé et le feu éteint. Quand on venait, mon père nous asseyait à la cuisine pendant qu'il montait causer au papy. Et il y avait une petite grosse qui nous filait des pâtes de fruits avec du pain d'épices. Elle nous servait de la menthe qu'elle mettait tant de sirop qu'on tâchait de tout flanquer dans les pots de fleurs quand elle tournait les fesses. Et puis le père descendait, méchante humeur. Et la petite grosse emballait vite notre goûter dans l'essuie tout bariolé, qu'on se dépêchait de balancer dès qu'on pouvait, ou qu'on filait aux chiens qui pouvaient ça avec obéissance devant les box, du temps quand on soignait les chevaux. Nadine. Genre, maintenant ça a de la gueule, beaucoup de gueule. Piano de concert, tapis afghan, bibliothèque interminable, tout est blanc, puis ça sent les fleurs quand on monte. Depuis que le père est mort, j'étais jamais revenue. Oh, votre barrette était par terre, c'est bien vous, n'est-ce pas? Bougez pas, je vais vous aider. Je sais tresser comme personne, c'est avec les chevaux. Émilie, ça l'impressionne. Elle me dit qu'on aurait dû avoir une fille. Je m'assieds, ça vous ennuie? Valentine avait le filet chez vous. Une pouliche, toute sauvage, toute belle. Je l'ai trouvée dans l'herbe grasse auprès des tournesols. Cette terre, c'est celle que le père voulait. En montant, j'ai dit à votre mari, vous êtes vendeur? Il a dit tout est à elle, entrez. Où est-il? Le champ? Mon mari. Parti en voiture. Belle auto d'ailleurs. Vous avez des enfants? C'est pas une auto où on met des gosses. Vous allez goûter ici, comme du temps du grand-père. Ça, je sais pas. Venez, donnez-moi la main. On va faire comme si vous étiez tout petit et que j'étais la grosse Sarah. Vous? Assieds-toi, mon garçon. Tu veux du clafoutis? Il est au rhum et au pruneau. Tu seras un peu ivre. Prends de la confiture avec. Elle est aux érènes. Mange, qu'est-ce que tu attends? C'est bon. Oui,
J'essuie ta bouche, petit sale. Bois un peu, tu manges trop vite. Mais doucement, c'est chaud. C'est du Hollande trempé dans du lait, du thé soyeux. Voyons, tu as une miette dans ta barbe. Si je l'attrape, je la mange. Et maintenant, on va jouer à cache-cache. File, c'est moi qui compte. Pas sûr que votre mari aimerait ça, notre petite partie. Attention, je compte jusqu'à 20. Il n'y a personne qui a envie de trouver le jockey dans ses draps en rentrant le faire sans tiercer. 1, 2, 3, 4, 5, D'accord, mais juste une fois comme ça. 6, 7, 8, 9. Vous êtes sacrément attirante. Quand vous mettez vos mains devant vos yeux, en croire il fait. Émilie est pas laide, hein, mais elle sait plus être jaunie depuis la naissance. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Je l'empêche tout de même pas. 10, Bon, 11. vous êtes têtu. Ayez pas peur, je vous embrasse dans le cou. Voilà. Vous sentez les nénuphars? 12, J'y vais. Vous n'allez pas me trouver, ça m'étonnerait. 13. Jean, tu t'étonnes. Anote s'effrayait dans ton ventre un passage alors que tu étais pleine de Julien. Pleine de lui, au point que tu ne parviennes plus à le contenir et qu'il s'écoule continuellement par les ouvertures de ton corps. Qu'il ne puisse plus être seulement à l'intérieur mais qu'il dépasse et que tu le portes autour de toi comme un bébé trop grand. Et qu'il passe un membre devant chaque chose que tu regardes, chaque objet que tu attrapes, chaque phrase que tu dis. Maintenant que l'autre est entré, tu as la sensation que Julien est dispersé, qu'il n'est plus ce plomb lisse et sombre que tu tenais en ton centre, qu'il est à l'extérieur et s'effiloche, diffus, que tu ne le possèdes plus, que tu ne pourras plus le contenir comme un aft au fond de ta bouche, ni le garder dans ta pomme comme un mouchoir froissé. La texture de sa peau qu'il a retirée de tes doigts, tu en conçois une peine énorme. Alors que l'urine a fini de couler, tu penses l'avoir perdu pour toujours et tu te dis que le moindre mouvement que tu feras dorénavant te sera comme une contusion, que si tu venais à remuer, ne serait-ce qu'un peu, ça te serait comme te précipiter avec violence dans des murs. Jean, c'est vous? Je vous croyais parti. Oui, mon putain de téléphone! Faut que j'appelle Veto, mon Dieu! Valentine s'est fait mordre par une vipère! Ne faites pas attention au désordre. Les garçons ont répété cette nuit. Nous jouons samedi. Hamlet, capitaine. Vous aimez? 20 ans déjà. J'ourle mes derniers tutus. 20 ans que je prodigue aux autres dans cette MJC mon rêve évanoui de gloire. Bon, il y en a un une fois qui est rentré au conservatoire de M. Crassus envoie un acteur au conservatoire. Qu'est-ce que vous en dites? Sur votre déposition à la gendarmerie, ça dit que vous êtes passé voir Nadine Debé le jour de la disparition de son mari. Oui, je rends visite à Nadine chaque matin. Vous avez parlé de quoi ce jour-là? Je voulais que Nadine soit notre Ophélie. Je n'ai pas d'Ophélie. Elle aurait été parfaite. La blanche Ophélia. Vous connaissez Rimbaud, capitaine? Oui. Elle a dit quoi? Elle a dit non. Vous lui en voulez? Bien sûr que non. Ensuite, nous avons pris le thé, comme je l'indiquais aux gendarmes. Je vais retourner à mes chiffons. Il y avait autre chose, capitaine? je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin que tu me gardes la boutique, c'est urgent. Marc, je suis en répétition. Je le sais, qu'est-ce que tu crois? Tu m'inquiètes. Que tu es prévisible. C'est oui ou c'est non? Je tâche d'être là dans 1 heure. Il sera trop tard, alors au revoir, je n'aurais pas dû t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te regarde pas. C'est Nadine. Mais voyons, qu'est-ce qui arrive, Marc? Elle est en difficulté, figure-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Veux-tu que je vienne avec toi? Certainement pas. Tu ne ferais qu'ajouter du pathétique à la chose. Dis-moi ce qui se passe. Elle ne répond pas. Je te téléphone depuis 15 minutes à présent, ça sonne dans le vide, ça sonne sans réponse. Elle est occupée, impossible. Elle sait que je l'appelle chaque jour à 14h30 avant sa sieste. Elle ne manque jamais cet appel. Marc, je vais raccrocher. Viens garder la boutique, je te dis. Non, Marc, je suis occupé. Imbécile. Je n'ai pas besoin de toi. Je ferme. Je vais voir Nadine. Il se passe quelque chose. Tu décides que tu vas rester immobile, comme ça, jusqu'à la fin. Que tu n'es seulement plus capable de laisser le vent passer sur toi en traversant la pièce,
le regard forcé devant les objets qui existent autour de toi. La Vocaccia dans sa jarre, ses lunettes en écaille, le catalogue de la Mostra de Venise de l'an passé. Et les mouvements des jours que tu te mettrais obligatoirement à accomplir et qui seront infects à faire, privés d'intérêt, pesant des tonnes, te transperceraient de vacuité. Tu voudrais te fondre comme ça dans la matière, inerte. Devenir la femme d'un tableau de Bonnard, oui, c'est beau, c'est immobile, et tu t'exerces à ne pas bouger du tout, certaine que tu viens de perdre ce qui était la dignité de ta peine. Comme si tu avais brutalement perdu l'art et les œuvres, la souffrance majestueuse que tu as appris à chérir, comme l'air et l'eau et dans laquelle tu te loves avec le calme que tu te donnes à l'abstinence. Ton vagin désert qui résonne comme une nef à l'intérieur quand tu marches. Qu'est-ce que tu as fait? Alors que tu gardais ce vide pour lui, pour Julien, te reviennent les soupirs bruyants de cet homme que ce matin encore tu ne connaissais pas. Son plaisir, son odeur de cuir et d'air, les poils rouges sur ses poignets que tu voyais comme ça entre tes cils, et alors le frisson chaud qui te passe entre les jambes que tu presses sur la cuvette blanche te fait un mal terrible. Crassus resta immobile un moment près du téléphone, tandis que ses élèves écorchaient scrabreusement Shakespeare, s'ayant au plateau. Il réfléchissait. La douleur physique de Nadine, il n'y avait pas songé et cela le faisait un peu vibrer à l'intérieur. Le venin, le sang, l'eau froide. Il songea aux héroïnes funestes. Puis il frappa dans ses mains petites pour appeler les garçons. Tu ne sais plus dire depuis combien de temps tu es là sans respirer. Mais à un moment donné, la femme est sortie de sa maison et a tendu un drap asséché sur le fil. Tu regardes, comme hagarde, ce drap très blanc et qui va par-dessus l'herbe jaune, et tu te laisses passer un peu d'air. Tu penses qu'un jour où tu étais petite, tu t'étais amusée à marcher à reculons tout au long de la place du champ de foire, alors tu accompagnais ta mère un après-midi où il faisait chaud. Tu te dis que la vie est sans doute là, dans ce souvenir et dans ce drap qui sèche. Que c'est précisément maintenant, dans cette salissure de sperme et de vent, que tu te sens assez d'extravagance et d'existence pour aller vers Julien, pour courir le risque des gestes infects, pour traverser le tapis vers la fenêtre et rester là, et rester dans le soleil toute nue, ayant baisé, ayant pleuré, ayant joui, ayant râlé de plaisir, de honte, de douleur, et que tu peux à nouveau le regarder droit, comme en face, et lui dire que tu vous as servi un cognac au salon et que tu voudrais t'asseoir avec lui en plein après-midi et juste écouter votre disque. Et puis aller dîner, sans se jeter au visage, juste manger l'un en face de l'autre, des écrevisses, boire et se tenir là, dans les choses. Tu t'essuies et tu marches à travers la pièce, tu te places dans le rayon bouillant qui passe par la fenêtre et te retournes pour accueillir Julien, que tu entends pénétrer dans la chambre. À cet instant, vivante, là, debout, prête à chaque chose et consolidée, tu ouvres la bouche pour laisser passer des choses vivantes et tu la refermes, contemplant Marc, qui se tient dans l'encadrure de la porte. Pourquoi tu as défait ta barrette? Où est-elle? Tes cheveux sont collés encore dans ton cou. Tu as fait l'amour, Nadine? Tu as fait l'amour? Sors! C'était bon? Sors, Marc. Tu as joui, Nadine? Comment il te baisse, ton mari? Je voudrais prendre ma main. Oui, Nadine. Au revoir, Marc. Salope. Je te plains. Quelque temps plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cheval? Nadine. Ne m'appelle pourtant pas l'après-midi. Elle sait que je travaille. Bien, Crassus? Il s'est passé quelque chose, Ophélia? Oui. Je vais venir demain matin. Viens maintenant. Je peux pas. Tu es méchant. Oui. Nadine, Tu es dans ton bain je encore? m'appelle pourtant pas l'après-midi. Ah, rien ne va. Je travaille. Marc s'est inquiété. Oui, je l'ai mis dehors. C'est passé quelque chose, Ophélia? Regagnant ma table, je m'imaginais par fantaisie Nadine en femme de la classe moyenne. Elle habitait un pavillon allée des Noyers, un pavillon très simple avec un cerisier dans le jardin et une clôture en bois à la peinture écaillée. Je m'imaginais par fantaisie. Je la vis Nadine, m'accueillant sur le pas de sa porte avec sa robe bon marché, les hanches un peu plus lourdes, les tempes et le front laissant voir le blanc des cheveux qui repoussent sous la couleur appliquée tous les 2 mois par la coiffeuse du centre ou par sa belle-sœur qui la prendrait dans le commerce, sa barrette dont les perles seraient fausses, me souriant, en réajustant une mèche, tenant peut-être par la main un enfant,
et me servant du thé à la menthe en sachet dans une tasse promotionnelle avec des biscuits à la fraise. Je me suis demandé si je l'aimerais encore, alors, et si elle serait toujours mon amie. J'ai pensé à ma mère, fumant en lisant Valérie, bien qu'elle fût aveugle depuis longtemps déjà, la tête devant ses yeux clairs quand je la maquillais. Et je décidais que non. J'ai balayé cette idée, convaincu qu'il faudrait pour Nadine un destin sublime, dépourvu de toute médiocrité. C'est à cet instant que je me fis à moi-même le serment solennel de veiller toujours au destin de Nadine, et même s'il le fallait de le conduire. Tu es sortie de ton bain sans y penser, et tu es assise, maintenant, nue, faisant face à la nature morte de l'office sur le marbre clair. Tu as renvoyé la bonne, tu t'es allumé un cigare, tu t'es servi un cognac. Tu regardes le lièvre mort, la fourrure plus épaisse dans le cou. Tu te lèves, tu passes une robe du soir, tu la quittes. Tu enfiles ta chemise et ton pantalon de toile, tu descends l'escalier, tu sors. Tu marches en direction du Sillot. Tu dépasses le petit pommier effondré de fruits ronds. Tu laisses à droite la grosse forêt sombre bruissée. Tes sandalettes font craquer les graviers du chemin mal goudronné. Le soleil de presque 8 heures du soir, 19h48, n'éclaire que l'arrière des feuilles et des bras. Les fils électriques sont confondus avec le ciel, comme la ligne de la mer ou des télésièges. Tu vois le petit panneau avec la grosse bâtisse de chez Babeuf. Ce n'est qu'au bout, arrivé presque au Sillot, que tu décides que tu n'as pas envie d'aller plus loin. Cette idée théâtrale de l'attendre au bord de la route. Tu vas te resservir un verre et rester lire dans la chambre jusqu'au retour de Julien. Deuxième partie, Julien. Commandante Lambrac. Commandante, ouais, police. Vous me remettez? J'entends mal, monsieur. Faites donc ça, ouais, déplacez-vous. Pardon? Pas beaucoup mieux. Tant pis. Ça ira, j'ai pas le temps de toute façon. Donc, quand je vous ai vu hier, vous m'avez dit... Pardon? Vous occupez pas. Vous m'avez déclaré ne pas avoir compris le comportement de monsieur Debé ce jour-là. Mais dites-moi, il y avait eu un conflit avec votre associé? Un conflit, ouais. Entre vous, quelque chose? Je sais. Mais il y a peut-être un truc qui vous est revenu. Le clip promotionnel. Ouais, vous m'avez dit. Écoutez, vous savez quoi? Vous allez repasser me voir. J'entends que dalle. C'est ça, ouais. Vous me repassez me voir. Julien, par ennui, se baladait dans la pièce. Il répondait distraitement aux questions de son associé qui n'en était pas. Il était bien arrêté que le marketing incombait à Jean-Marc, tandis qu'il aimait, lui, à superviser la production. La distillerie et ses cuivres le fascinaient, tandis qu'il répugnait à toute forme de sponsoring. Et ce jour-là, cet Américain bruyant aux petites tresses attachées sur la nuque, ses baskets en feuilles d'or qu'il faisait scintiller sur le tapis du grand salon de l'étage, celui qui donnait sur le fleuve et où l'on recevait les clients de marque, les coups de voix sonores et dépravés qu'il faisait sonner à toute occasion, le corps sans cesse en extension sur tel ou tel canapé, tandis que la traductrice en tailleur-pantalon lui murmurait à l'oreille toutes sortes de choses auxquelles il laissait répondre son agent, un homme gras qui semblait un poisson dans sa veste Gucci gris laqué, et que Jean-Marc avait sorti avec Sandra, la petite attachée de communication, l'ensemble des flacons de la collection Prestige. Tout déplaisait à Julien. L'équipe technique s'affairait silencieusement pour l'installation du clip promotionnel. Et alors, le jeune preneur de son, à un moment, proposa d'installer le boîtier du micro haute fréquence sur le rappeur. Et il fit passer les fils dans le t-shirt de Guéry M. Pourquoi? Il fallut que Julien, qui avait laissé son regard couler sur le fleuve en buvant avec élégance le café serré avec une goutte de cognac que Sandra venait lui porter, pourquoi il fallut qu'il tournât la tête à ce moment précis et précipita ce qui serait seulement une suite mécanique d'événements
le conduisant à l'intérieur d'un silo, mort. Pourquoi? Il tourna la tête au moment exact où le preneur de son soulevait légèrement le t-shirt de Guériem afin de fixer le boîtier à la ceinture de celui-ci, ceinture qui se trouvait très basse sous les hanches, ce qui eut pour conséquence que les reins du rappeur, sa peau dans la cambrure au-dessus du caleçon, qui coûtait sans doute plus cher que l'ensemble du mobilier du grand salon incluant le costume de Jean-Marc, apparurent un instant avant que le t-shirt ne retombe. Je ne me l'explique pas davantage que le coup de dé qui conduisit Richie Valence dans l'avion où il allait mourir. Mais Julien fut inexplicablement bouleversé. Il était tout à fait évident qu'il bandait à présent en regardant le fleuve qui était devenu la peau des reins d'un rappeur glissant vers l'estuaire, qu'il ne s'expliquait pas ce qui se passait en lui, mais qu'il était pris d'une irrépressible envie de la toucher, cette peau. De la lécher, corrigea-t-il dans un souci de précision, malgré l'état de panique où il se trouvait à présent. De faire l'amour immédiatement et jusqu'à la jouissance totale. Et rien ne pouvait contrarier cette envie. Il fit volte-face pour aller se placer devant une vitrine de XO, car Sandra s'était dangereusement approchée, qui pouvait voir son érection, pour lui indiquer le flacon retenu par la star. Il crut entendre que Jean-Marc le sollicitait également sur la question du slogan, tandis qu'il calculait s'il avait le temps d'aller se masturber aux toilettes les plus proches avant le début du tournage. Mais il trouva cela d'une vulgarité sans nom. Il pensa alors à toutes sortes de choses, comme proposer du sexe à Sandra, mais il se souvint qu'elle était la filleule de Jean-Marc et se gronda sévèrement en heurtant avec violence son front sur la vitrine de XO. Le dos du rappeur l'électrisait au point qu'il pensa frapper en plein visage le cadreur qui lui demandait de sortir du champ. Il se sentait comme un fauve en rut, suant, bandant comme jamais il ne l'avait fait de sa vie. Il se rua vers l'endroit où était Guériem, percutant au passage Jean-Marc et choisissait avec l'agent des verres hors de prix. Sans s'excuser, il fonça vers le preneur de son et demanda d'une voix mal placée, rendue rauque par la lubricité qui suintait, si le boîtier n'avait pas risqué de bouger et s'il ne valait pas mieux le vérifier. Le jeune homme le regarda sans réagir et le rappeur posa sur lui pour la première fois des yeux arrogants et dilatés par la drogue. Alors Julien se rua hors de la pièce comme un possédé, dévala l'escalier. Il aperçut la standardiste qui lui souriait derrière le comptoir et lutta contre l'envie de lui fourrer son sexe dans la bouche. Il se pensait devenir fou. Il sortit en courant sur le parking et ferma les yeux pour ne pas risquer d'avoir de désir pour le personnel de nettoyage qu'il aurait pu croiser là. Il fit ronfler sa Jaguar. Et le contact du cuir sous ses mains le calma provisoirement, car il s'imaginait caresser un peu cette peau luisante et noire qui le rendait concupiscent comme un faune. Il roula à une vitesse terrifiante et décida qu'il allait baiser Jeanne, mais il lui souvint avec horreur qu'il lui avait déjà rendu une visite dans la matinée. Et il répugna à rompre ce principe sacré qu'il s'était fixé à lui-même de ne faire l'amour qu'une fois par jour à une même femme, trouvant vulgaire d'y revenir. Il était désespéré. Il pensa appeler sa secrétaire pour lui demander de rechercher le contact de professionnel. Il prétexterait que c'était pour un de leurs clients fortunés. Mais il comprit qu'il ne pourrait pas attendre. Alors brutalement, il tourna le volant et s'engouffra sur un chemin à une allure vertigineuse. Il avait eu l'idée d'aller faire l'amour à sa femme. Il y a un truc que je me dis. Café ? Café, noix, de sucre. La veuve addict 2B était rentrée ce soir-là. Parce qu'elle a vu la voiture comme il la mettait. À sa place ? À sa place, ouais, me coupe pas. Moi, je te dis que c'est pas lui qui l'a garé ce soir-là. Il y a que ses empreintes sur le volant, Maribel. Me coupe pas, je te dis. Un homme qui possède une telle automobile, je veux dire un bijou pareil, il fait pas d'approximation quand il s'agit de l'aborder pour la nuit. On gare pas une Jaguar type E au petit bonheur comme une C2 devant Leclerc.
disant, remontant la vite, que ça fera la rue Michel. Une Jaguar type E, ça se pose comme un avion de chasse sur le Clémenceau. Et avec des gants encore. Et qu'on vienne pas dire au flic que je suis que ça se fait de pas lui mettre les roues droites une fois à l'écurie, la Jaguar type E. Ça se fait de la laisser comme à Leclerc, les pattes de travers, comme je l'ai vu le soir du silo sur le côté de la maison. Pendant que les gendarmes y quittaient leur képi, devant l'entrée tirant la mine des condoléances, en la reluquant avec obscénité, la Jaguar type E. Julien, dans le tumulte de son état d'excitation sexuelle, vérifia que la Jaguar fut garée de façon impeccable. Il ne savait faire autrement. Et se jeta à l'extérieur de son automobile. Il avait vaguement cherché, sur les derniers mètres, au niveau du chemin, au niveau de l'arbre foudroyé, il avait ralenti, mais il n'avait pas retenu de mots qu'il serait acceptable de dire à Nadine après tout ce temps, après tout ça, en dehors de cette phrase étonnante. « Il faut que tu m'aides, je bande comme un orque, il me faut être dans une demi-heure, assez pour un contrôle qualité !» Quelle présomption, l'orque! Et le flou anatomique que l'animal lui laissait, avait-il seulement un pénis, l'avait découragé de dire quoi que ce soit. Il ne dirait rien, il respectait trop sa femme. L'idée qu'il pût être pris en flagrant délit de mauvaise foi l'arrêta un instant sur les gravillons et il se retourna par réflexe pour s'assurer qu'il était seul. S'il trouvait de l'élégance au mensonge, il méprisait la mauvaise foi au-delà de tout, celle qu'on se fait à soi-même. Son regard s'arrêta sur le tracteur tondeuse. Sa femme s'activait comme elle pouvait, songea-t-il. Il se méprisa immédiatement pour cette pensée condescendante. Elle n'avait rien à faire là dans cette histoire où il s'astreignait à la noblesse permanente des sentiments, quels qu'ils puissent être devenus entre eux. Et comme il se dirigeait vers la porte, il eut brutalement envie de pleurer. Cette érection grotesque qui le forçait à se pendre aux genoux de sa femme, il n'allait tout de même pas la violer. Nadine était tout ce qui est le plus éloigné des choses qu'il estimait sales. Sa femme, qu'il n'avait pas touchée depuis 2 ans, pour la convaincre d'avoir un rapport sexuel rapide et lui procurant une jouissance totale, cela afin de pouvoir repartir décemment et immédiatement assez, car il y avait autre chose de son emploi du temps chargé de l'après-midi, le contrôle qualité dans la distillerie. Il avait décidé de ne pas recroiser Gary M sur le tournage du clip promotionnel. Son nom seul faisait affluer le sang et rendait son pénis douloureux. Il tentait de normaliser la situation, un homme qui a des besoins naturels et qui va avoir un rapport conjugal avec sa femme. Oui, il rit brièvement, rien d'autre. Et les tempes bouillonnantes, la chemise trempée, il fit demi-tour vers la Jaguar pour aller chercher des fleurs à Nadine. Le cynisme de cet acte l'arrêta net. Il se reprit, il venait d'appréhender en un éclair comment les choses allaient se dérouler. Il ne dirait pas un mot, rien donc qui soit un accroc à ces années silencieuses et amères. Il ôterait ses vêtements dans l'entrée pour monter nu l'escalier, pour plus de vérité. Il ne voulait plus voir se déformer son costume entre ses jambes. Il aurait mis au préalable et au passage dans la bibliothèque le disque single de Gary M que Jean-Marc lui avait donné. Il se devait trouver encore sur son bureau. Il passerait par l'office et servirait un verre d'eau. Il irait ensuite droit vers la chambre de sa femme. Elle devait à coup sûr s'y trouver. Il jeta un coup d'œil à sa Remington. Elle ne descendait lire sur son transat que vers 17h. À cette heure-ci, elle faisait la sieste, allongée et probablement nue, ce qui rendait la chose plus esthétique et éviterait des gesticulations laborieuses à Nadine. Donc il l'appellerait pour l'éveiller. Il s'était autorisé tout de même à prononcer son prénom. Et lui tendrait le verre d'eau. Il attendrait en la regardant bien en face tandis qu'elle boirait. Il reposerait le verre sur la commode près de la jarre de l'avocatier et il la pénétrerait. Cela se passera exactement ainsi. Il leva des yeux rapides vers l'étage pour s'assurer que le volet de la chambre de Nadine en était bien fermé. En plein après-midi, Nadine mettait la maison dans l'ombre pour la fraîcheur. Il pouvait y compter. Mais pas ce jour-là, bon sang, pas ce jour-là. Pourquoi diable? Et qu'est-ce qu'elle avait encore inventé, cette fantasque, pour laisser grande ouverte la fenêtre sans avoir rabattu le volet? Il trouvait affreusement laide l'idée de s'activer avec une tige en métal afin de manœuvrer un volet avec une érection. Il lui fallait trouver une autre pièce. Il fut contrarié, comme le serait un lanceur de fusée forcé de reprendre une équation juste avant le compte à rebours. Pas moins, se dit-il en se mordant les lèvres avec violence, car il ne voyait plus à présent que le t-shirt de Gary M se soulevait et retombait sur sa peau infiniment et en boucle, cela 1000 fois, cet intervalle, l'espace qui s'ouvre et se referme.
Et c'est à ce moment précis que son œil fut attiré par un infime mouvement. Le mouvement d'un rideau qui s'ouvre et se referme, celui de la salle à manger du bas où Nadine ne va jamais parce qu'elle y a peur des fauves empaillés. Ce rideau qui n'a aucune raison valable de bouger cet après-midi-là, à cette heure de la journée, tandis que Nadine est seule à la maison. Le rideau a bougé très vite, mais c'est trop tard. Il l'a vu. Et s'il avait regardé un tout petit peu plus en bas à droite, ça aurait été tout à fait différent. Et toutes ces questions, tout cet état de fait ne serait pas. Et nous ne serions pas morts. Nadine ne répond pas. Je téléphone depuis 15 minutes à présent, ça sonne dans le vide, ça sonne sans réponse. Elle est occupée? Impossible. Elle sait que je la pêche à Malcratus. Julien aura fini par la battre, debout en son serruti, ayant seulement ôté sa ceinture. Ou s'est donné une entorse en allant aux volailles. Une vipère l'aura mordue alors qu'elle s'obstine à longer la rivière. Les Polonais de la Longère, je lui ai dit de cesser de les héberger, n'est-ce pas? Comme ça, après d'elle, ils auront tâté quelque chose. Mais non, tais-toi, tu n'y es pas. Elle s'est coupée, et elle tient sa main tailladée dans un torchon blanc pour ne pas laisser goûter son sang sombre sur les tomates de l'office. Elle pleure, silencieusement comme un petit garçon turbulent parce qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle est seule. Elle presse sa main et regarde face à elle la nature morte à la cruche en étain, le faisan au cou arrondi, les raisins et la grenade ouverte. La grenade. Elle fixe son regard sur la béance rouge comme une vulve. Elle frissonne, ses yeux fouissent dans le pelage clair du lièvre à l'œil éteint. Elle ouvre un peu sa bouche, elle serre plus fort sa main. Elle respire rapidement, à présent, elle est terrifiée, elle a ses larmes dans sa bouche, sa morve, elle ne pleure plus. Elle laisse glisser son peignoir sur elle, qui tombe au sol et boit le sang comme un buvard, tandis qu'elle geint doucement. Regardant la grenade, le gibier mort, étalé là, sur la nappe épaisse, devant ses yeux, elle passe une main sur sa gorge et le sang raye la pâleur de sa poitrine. C'est comme une entaille qu'elle ferait au tableau d'une madone. Pas une madone, une pute de Lautrec. Voyons, Crassus, ce n'est pas ça. Une femme au bain, oui, un tube de Degas. Faux, réfléchis mieux. La femme debout de Bonnard, c'est ça. Elle serre son poing et le sang dégouline le long de sa cuisse. Elle regarde la grenade, le lièvre, et ferme les paupières. Elle va hurler de terreur. Que Julien Debé fut d'abord en proie à une hallucination qui lui aurait procuré son état d'excitation sexuelle épouvantable. Sous le lion de Tanzanie, un homme nu aux cheveux rouilles, au poids alezan, courbé à la tâche comme un raboteur de plancher, beau, allait rythmiquement de l'ombre à la lumière, le regard concentré, brillant, dirigé sur la main qu'il tenait posée sur la nuque d'une femme qui tenait, elle, sa tête inclinée sur le velours sombre de l'azis bleu d'un fauteuil, le profil aiguisé de plaisir et fixant puissamment le fauve au-dessus d'elle. Sa main droite était agrippée au poignet de l'homme qui tenait son cou, ses cheveux bruns emmêlés dans leurs mains et ses jambes étaient tendues comme une archère. Son ventre blanc dessous luisait comme un œuf, roulant sous les mouvements qu'elle lui donnait, et lui avait posé sa seconde main sur sa hanche à elle, sur la crête iliaque de ce bassin qu'elle soulevait comme une coupe bien au-dessus d'elle, la bouche un peu ouverte, fixant les crocs du lion de Tanzanie. Elle avait posé sa main gauche sur le rebord de la fenêtre, et Julien voyait s'allumer et s'éteindre un petit feu, sans rubis de fiançailles, dans le ray de lumière que l'épaule du jockey, la gauche, retenait et laissait tomber sur elle alternativement, épaule qui aurait très bien pu, se déployant légèrement sous l'effet du plaisir, se rapprocher de la fenêtre au point d'en soulever un court instant le rideau de soie grège qui serait ensuite retombé, mouvement qui aurait pu pour effet d'attirer l'œil du mari de cette femme adultère s'il était venu à passer là en plein après-midi de façon tout à fait imprévisible, tel que Julien. Fin de l'extrait.